Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les enthalpies de liaison pour calculer l'enthalpie de réaction. Alors d'abord, voyons ce qu'est l'enthalpie de liaison. C'est l'énergie nécessaire pour casser une liaison dans une mole d'une molécule. Et tout ça à l'état gazeux. Donc pour casser une mole de liaison en fait. Chaque liaison a sa propre enthalpie de liaison. Cette enthalpie dépend de la force et du type de liaison, des atomes qui se trouvent aux extrémités, et on trouve toutes ces enthalpies de liaison dans des tables. Par exemple, si on prend une liaison carbone-hydrogène et qu'on se demande quelle sera l'énergie nécessaire pour la casser, eh bien, c'est l'enthalpie de liaison carbone-hydrogène. Alors bien sûr, le carbone forme d'autres liaisons. La nature du reste de la molécule joue un rôle tellement minime qu'on n'en tient pas compte. Donc on peut représenter le reste de la molécule par ce petit nuage, disons. Ça pourrait être une protéine, un sucre, ça peut être n'importe quoi, mais on ne veut même pas savoir de quoi il s'agit. Si on fournit suffisamment d'énergie pour casser cette liaison CH, que va-t-il se passer? Tu te souviens que la liaison est constituée de 2 électrons qui sont mis en commun. Si on détruit la liaison, on donne un électron à chacun des radicaux obtenus. Un électron va repartir avec l'hydrogène et l'autre restera avec le carbone, lui-même toujours accroché à son petit nuage. De ce côté-là, rien n'a changé. On représente tout ça en utilisant les mêmes notations que pour la structure de Lewis. La liaison, c'est un trait, et quand elle est brisée, on indique la destination d'un électron, à l'aide d'une demi-flèche. Et chaque électron sera représenté par un simple point. Voilà donc ce que ça donne. Et tout cela sont en phase gazeuse. Alors, l'enthalpie de cette réaction, ΔH, c'est l'enthalpie finale moins l'enthalpie initiale. L'environnement a dû fournir de l'énergie, donc le système a reçu de l'énergie. Son enthalpie finale est donc supérieure à son enthalpie initiale. De combien? De la valeur de l'enthalpie de la liaison carbone-hydrogène. Donc, ΔH vaut plus, puisque l'enthalpie finale est supérieure à l'enthalpie initiale, elle vaut plus l'enthalpie de liaison. À bien retenir, une enthalpie de liaison est toujours positive. Et si on prend la réaction dans l'autre sens, donc si on parle maintenant de créer une liaison, le ΔH sera l'opposé de l'enthalpie de liaison. L'enthalpie de réaction vaudra toujours l'enthalpie de liaison, car seule cette liaison a changé. Elle existe ou elle n'existe pas, mais cette fois-ci, la création de la liaison s'accompagne d'une libération d'énergie par le système vers l'environnement. L'état final du système aura donc moins d'enthalpie que l'état initial, et ΔH de la réaction sera négatif. Maintenant que cette règle est bien établie, ΔH de la destruction d'une mole de liaison égale plus l'enthalpie de liaison, et ΔH de la création d'une mole de liaison égale moins l'enthalpie de liaison, on va voir comment utiliser les enthalpies de liaison pour calculer les enthalpies de réaction. En quoi est-ce intéressant? Eh bien, la différence d'enthalpie nous renseigne sur le caractère exothermique ou endothermique de la réaction. Ça va aussi être un des paramètres qui permettent de savoir si une réaction est spontanée ou pas. Et puis, c'est quand même important, si une réaction nécessite pour se dérouler qu'on lui fournisse de l'énergie, c'est important de savoir combien d'énergie on doit lui fournir. La méthode que l'on va voir n'est pas la seule valable pour calculer des enthalpies de réaction. On peut aussi utiliser les enthalpies de formation des molécules ou déterminer expérimentalement la variation de température et de là en tirer l'enthalpie. Mais voyons ce que ça donne sur cet exemple. Étudions la réaction du gaz propine, C3H4, avec le gaz dihydrogène H2 et qui forme du C3H8. C3H8, c'est donc le gaz propane. Alors, juste écrit comme ça, c'est assez difficile de savoir quelles liaisons ont été modifiées par la réaction. C'est toujours une bonne idée d'écrire les molécules avec leur structure de Lewis. À quoi ressemble le propine? On a 3 carbones et on a une triple liaison. C'est la terminaison -in qui nous l'indique. Il reste donc à ce carbone une liaison à former, avec un hydrogène donc. Ce carbone-là a ses 4 liaisons. Et le dernier doit encore en former 3, eh bien avec les 3 hydrogènes restants.
Du côté du dihydrogène, c'est facile. Et pour le propane, on n'a que des liaisons simples. Donc voilà le propane, 3 carbones et les 8 hydrogènes. Ah mais attention, on n'a pas encore équilibré l'équation. Je viens de placer 8 hydrogènes dans les produits, or dans les réactifs, pour l'instant je n'en ai que 4 plus 2, 6. Je dois donc prendre 2 molécules de dihydrogène. C'est absolument indispensable. Du côté des carbones, c'est bon, on a 3 atomes de chaque côté, c'est bon. Donc il nous faut 2 moles de dihydrogène pour chaque mole de propine. Voyons maintenant comment utiliser les enthalpies de liaison pour calculer l'enthalpie de réaction. Lors de cette réaction, certaines liaisons sont brisées et d'autres sont construites. Pour utiliser nos enthalpies de liaison, on va se représenter un état intermédiaire qui n'est pas réel et dans lequel on a les radicaux obtenus après destruction des liaisons. Attention, c'est juste une représentation théorique. Observons nos structures de Lewis. Quelles sont les liaisons qui doivent être détruites? En ce qui concerne la liaison triple carbone-carbone qui va être transformée en une liaison simple carbone-carbone, on ne peut pas considérer qu'on va détruire 2 des 3 liaisons carbone-carbone. C'est pas comme ça que ça se passe. On va considérer qu'on casse complètement la liaison triple et qu'on reconstruit une liaison simple. Donc c'est la liaison triple carbone-carbone qui est cassée. Et dans les tables, on trouve l'enthalpie de formation aussi bien de la liaison triple carbone-carbone que de la liaison simple carbone-carbone. Et elles sont différentes. Alors à part cette liaison carbone-carbone qui est cassée, les autres liaisons, elles peuvent rester. Il va quand même falloir casser la liaison hydrogène-hydrogène dans chacune des 2 molécules d'hydrogène. Donc on aurait théoriquement un espèce d'état intermédiaire avec 2 radicaux. CH d'un côté, avec 3 électrons, et CCH3 de l'autre côté, avec 3 électrons lui aussi. N'oublions pas nos 4 petits radicaux hydrogène avec 1 électron juste à côté. Voyons maintenant quelle liaison nous formons à partir de ces radicaux pour arriver à notre produit. Alors il y a la fameuse liaison simple carbone-carbone qui doit s'établir entre les 2 radicaux, et puis chacun de ces carbones doit encore former 2 liaisons avec des atomes d'hydrogène, donc en tout 4 liaisons hydrogène. Alors faisons le bilan. Les liaisons brisées, ce sont une liaison triple carbone-carbone et 2 liaisons simples hydrogène-hydrogène. Les liaisons construites, alors il y a une liaison simple carbone-carbone et 4 liaisons simples carbone-hydrogène. On a besoin maintenant des enthalpies de liaison de ces 4 liaisons différentes, celles auxquelles on a touché. On les trouve dans des tables de référence qui se trouvent à la fin des manuels de chimie ou en ligne. Pour la liaison triple carbone-carbone, l'enthalpie de liaison est de 835 kJ par mol. Pour la liaison simple carbone-carbone, c'est seulement 346 kJ par mol. C'est assez logique. Il est plus facile de casser une liaison simple qu'une liaison triple, donc ça demande moins d'énergie. Continuons. La liaison hydrogène-hydrogène a une enthalpie de liaison de 436 kJ par mol. Et enfin, pour la liaison carbone-hydrogène, c'est 413 kJ par mol. Attention, là, on doit établir 4 de ces liaisons-là. Donc pour chaque mol de réaction, on devra construire 4 moles de liaison carbone-hydrogène. On a les valeurs. Attention maintenant aux signes. Une liaison brisée nécessite que l'extérieur fournisse de l'énergie. L'enthalpie de destruction est donc positive puisque l'état final du système est plus énergétique que l'état initial. Une liaison construite, par contre, émet de l'énergie. L'enthalpie de construction est donc négative car le système a moins d'énergie à la fin qu'au début puisqu'il en a fourni à l'environnement. Toujours bien se placer du point de vue du système, pas du point de vue de l'environnement. Alors on donne les bons signes à chacune de nos enthalpies de liaison et maintenant on peut calculer l'enthalpie de réaction. C'est la somme de toutes les enthalpies de liaison avec les bons coefficients et les bons signes. Pour une mole de réaction, l'enthalpie de la réaction sera plus l'enthalpie de la liaison triple carbone-carbone, plus 2 fois l'enthalpie de liaison hydrogène-hydrogène, plus moins l'enthalpie de liaison carbone-carbone simple, plus moins 4 fois l'enthalpie de liaison carbone-hydrogène. Et donc ça nous donne plus 835 kJ par mol,
plus 2 fois 436 kJ par mol, moins 346 kJ par mol, et moins 4 fois 413 kJ par mol. Un rapide passage par la calculatrice nous donne finalement delta H de la réaction d'hydrogénation du propine vaut moins 291 kJ par mol de réaction, donc par mol de propine. L'état final contient donc moins d'énergie que l'état initial. Ça veut dire que le système a rejeté de l'énergie vers l'environnement et c'est une réaction exothermique. Quand l'enthalpie de réaction est positive, ça veut dire que le système a plus d'énergie après qu'avant la réaction. Il a donc absorbé de l'énergie de l'environnement et c'est une réaction endothermique. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise les enthalpies de liaison pour calculer l'enthalpie de réaction.